Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. 2 décès supplémentaires ce vendredi qui porte le total des personnes décédées du Covid-19 au Sénégal à 25. 121 nouvelles contaminations ont été décelées, dont 2 issues de la transmission communautaire. Première journée de prière du vendredi après la levée des restrictions dans les mosquées. La grande mosquée de Touba a refusé du monde, tout comme Massalikul Jinan. Nous ferons le point dans ce 20h. Des assouplissements sur le nouvel arrêté signé par le ministre des Transports terrestres. Les véhicules de 5 places pourront transporter 4, y compris le chauffeur. Les syndicalistes du secteur des transports demandent à l'État d'aller plus loin dans ces mesures. Et puis les horticulteurs producteurs de choux dans la zone des Niayes, dans le désarroi, des tonnes de choux pourrissent dans les champs. Ils estiment la mévente des produits horticoles dans cette zone à plus de 30 milliards de francs CFA. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 2 personnes décédées ce vendredi du coronavirus au Sénégal. Le premier est un homme âgé de 58 ans décédé à son domicile aux Parcelles Assainies. Le test sur la victime est revenu positif le 14 mai. Le second est un homme âgé de 60 ans résidant à Pire. Il est décédé à l'hôpital principal de Dakar. Sur 1128 tests réalisés, 121 sont revenus positifs, dont 119 cas contacts et 2 issus de la transmission communautaire à Guédiawaye et Touba. Retenez que 6 cas graves sont pris en charge dans nos hôpitaux et 49 patients déclarés guéris ce vendredi. Je vous l'annoncer dans les titres de cette édition. Massalikul Jinan a fait le plein ce vendredi. Les fidèles ont rempli la mosquée tout en respectant les mesures édictées pour la prière de Al-Juma. Selon le représentant du Khalif général des Mourides, Mbacké Faye, ils se sont conformés aux recommandations de Serigne Mountakha Mbacké. Alassane Ba, Pape Sangoune Mbaye. Les entrées sont contrôlées. Il faut un masque, se désinfecter les mains et apporter un tapis de prière. Des jeunes sont mobilisés en collaboration avec les forces de sécurité pour assurer l'ordre. À l'intérieur de la mosquée, les mesures barrières sont respectées. Distanciation physique. 14 heures passées, c'est l'heure de la prière. Plusieurs fidèles ont fait le déplacement, des nostalgiques de la prière du Juma. J'ai été nostalgique puisque le vendredi est un jour important dans l'islam. Et c'est Dieu qui a donc prescrit aux musulmans de s'adonner à cette prière du vendredi, qui est si importante. Tout le monde a eu raison, finalement. Certains sont restés chez eux, d'autres sont venus prier. Mais j'ai espoir. En ce Amin, dites en masse, Dieu peut nous aider en éradiquant cette pandémie. On a jugé nécessaire de venir apporter notre appui à l'État, dans la mesure où on a fait confectionner plus de 1200 masques et des banderoles pour la sensibilisation des personnes qui sont venues ici pour la prière du vendredi. Massalikul Jinan s'est conformé aux recommandations du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, après la décision de l'État de réouvrir les mosquées sous conditions. Les instructions reçues par le Khalif général des Mourides, Cheikh Mohamedoul Mountakha, qui nous a instruit de nous conformer aux directives édictées par les autorités administratives. On a pris des distances vraiment raisonnables. Nous avons limité le nombre de personnes qui devraient rentrer prier dans la grande salle et les salles annexes. Parce que, comme vous le savez, Massalikul Jinan, la grande salle et les petites salles peuvent contenir au minimum 12 000 personnes. Mais aujourd'hui, vous voyez que nous n'avons même pas 2 000 à l'intérieur. Et des pèlerins ont voulu prier sur l'esplanade. Et ça, on leur avait demandé cependant de rentrer chez eux s'ils n'ont pas de place. Mais enfin, tout s'est bien passé. Le sermon de l'imam a porté sur la pandémie et les derniers jours du mois béni du Ramadan. Des prières ont été formulées.
Alassane Ba, la grande mosquée de Touba, a refusé également du monde à l'occasion de la prière du vendredi. C'était en présence du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, entouré des dignitaires mourides. Les fidèles donc ont porté des masques, comme vous le constatez sur ces images. La grande mosquée des Scat Urbam a maintenu ses portes fermées, mais elle a mis en place une nouvelle méthode pour permettre aux fidèles de suivre le khutba du vendredi à domicile. Reportage signé Mohamed Samb et Youssou Baro. Après l'appel du muezzin, l'imam démarre son sermon. Son enseignement religieux a fait le tour des réseaux sociaux quelques heures après. Cela fait suite à la fermeture de la grande mosquée de Scat Urbam. L'imam opte pour cette méthode de faire ce khutba destiné aux fidèles restés à la maison à cause du coronavirus. Nous avons initié cette transmission du khutba pour éviter les rassemblements dans la mosquée. Cela nous permet nous aussi d'avoir les archives de nos prêches. Les fidèles peuvent rester chez eux et suivre le khutba grâce aux réseaux sociaux. Pour l'heure, la réouverture de la mosquée n'est pas encore d'actualité, un contexte qui motive cette initiative consistant à transmettre à travers la toile les activités cultuelles de la mosquée tous les vendredis. Les spécialistes de la santé nous exhortent d'éviter les rassemblements. C'est la raison pour laquelle nous maintenons cette mosquée fermée. C'est plus prudent pour endiguer le virus. Il y aura d'autres initiatives comme celle-ci. Nous allons installer des écrans à l'intérieur de la mosquée pour permettre aux fidèles de suivre tranquillement le khutba. Les fidèles semblent trouver la formule pour éviter les rassemblements dans les mosquées. Il suffit maintenant d'une bonne connexion d'Internet pour suivre le khutba du vendredi et dans un plus large spectre. Zakatul fitri hiya ahadu anwa'iz zakatil wajibati ala al-muslimin. Kaffrine a ouvert ses mosquées également ce vendredi. La décision a été prise par le préfet après concertation avec les chefs religieux. Cependant, elles devront rester ouvertes entre 13h30 et 14h30 et les fidèles devront obligatoirement porter le masque et respecter la distanciation sociale. Écoutons à ce propos Amadou Diop, interrogé par Omar Ndiaye et Boubacar Falbob. La mise en place d'un comité constitué au moins de 5 personnes pour le respect des différentes mesures. Le fidèle qui vient à la mosquée doit obligatoirement porter un masque. Un dispositif de lavage des mains doit être disponible et que chaque fidèle qui entre dans la mosquée doit se laver les mains. Chaque fidèle doit aussi apporter sa propre nappe de prière au niveau de la mosquée. Des limitations entre guillemets seront faites par rapport au nombre de personnes qui seront dans la mosquée. On a également retenu que les gens ne durent pas trop au niveau des mosquées, c'est-à-dire c'est l'ouverture à partir de 13h30 et la fermeture effective à 14h30. La prière va se dérouler à partir de 14h15 ou 14h et les fidèles qui seront sur place ne vont pas trop durer dans les mosquées. Un accompagnement sécuritaire, un dispositif particulier sera mis en place pour le respect des dispositifs. Et puis le maire de Thiès contre le retour des enfants talibés à leur foyer d'origine. Talla Sylla, face à la presse, soutient que le ministère de la Famille a failli à sa mission. Il souligne cependant l'urgence d'aider les initiatives locales. Compte rendu signé Seylatir et Chiranta Diop. Si ce ministère censé protéger les enfants avait fait correctement son travail, on n'aurait pas eu besoin de lancer des opérations Wanyuda. C'est au bout d'un mois que nous avons lancé l'opération Wanyuda. Le président de la République s'est exprimé le 14 mars et Wanyudara a démarré le 14 avril. Que faisait le ministère pendant ce mois? C'est ça la vérité. Ce que nous attendions justement de ce ministère,
c'est un appui. C'est dire, voilà, vous êtes dans la bonne direction, nous venons vous appuyer. Au lieu de cela, nous avons entendu presque des menaces. Ensuite, des dénonciations. C'est pas normal. Puisque pendant un mois, rien n'a été fait en direction des Dara, nous avons estimé que si nous voulons réellement protéger les citoyens au moment où on parle de transmission communautaire, si nous ne confinons pas les enfants dans les Dara, il y a un énorme risque. Et on l'a fait. Nous n'avons pas voulu faire l'expérience, en fait, de ce que cela aurait été si nous n'avions pas pris la décision d'aller vers les Ouamidara. Je pense que c'était à faire. Nous l'avons fait. Nous comptons pérenniser cette opération. Et mieux, nous comptons porter le plaidoyer pour qu'au-delà de Thiès, l'opération Ouamidara puisse être organisée ailleurs. C'était plutôt des propos recueillis du maire de Thiès. Les éléments des sapeurs-pompiers touchés par le coronavirus peuvent compter sur le soutien de la hiérarchie. Le général Morsec en a donné l'assurance. C'était à Bombay. Nous l'écoutons au micro de Babacar Diouf. Il faut dire que je suis venu réellement rencontrer tous les personnels de la compagnie de Touba. Et à l'issue des tests qui ont été effectués, il y a une partie des effectifs qui étaient déclarés positifs, asymptomatiques et qui sont présentement placés au niveau de Bambey. De l'autre côté aussi, il y a des gens qui étaient testés négatifs et qui sont dans un centre au niveau de Mbaké. On était venu vraiment s'inquiéter de la situation et leur dire que quelle que soit la situation, que le gouvernement est derrière son personnel pour leur apporter tout le soutien sur le plan moral, sur le plan médical, etc. Et c'est aussi de dire vraiment, on vient aussi le rassurer que la famille aussi qui est derrière ne sera pas en rade, que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour les soutenir. Qu'il comprenne que, le centre c'est un centre qui est totalement isolé des populations et l'accès est réglementé. Et que les gens qui sont là, c'est-à-dire nos éléments sapeurs-pompiers, sont réellement bien isolés. Donc après, il n'y a pas de contact entre les éléments du centre et la population de Bambey. La journée internationale de la famille. Dans ce contexte du coronavirus, le ministre de la Femme et de la Famille a octroyé en lot de matériel médical d'une valeur de 10 millions de francs CFA au centre de santé de Grand Dakar. Selon Dey Sali Diop Dian, cet appui va permettre de relever le plateau médical de la structure. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Alassane Ba. Comme vous le savez, ce jour 15 mai est célébrée la Journée internationale de la famille, placée cette année sur le thème la diversité familiale à l'école. Bien entendu, cette thématique choisie par la communauté internationale depuis l'année dernière ne traduit pas expressément le contexte de la pandémie, de la Covid-19 et de l'état d'urgence. Il m'a paru cependant utile de marquer la date et de la mettre à profit pour renouveler mes encouragements à mon collègue et frère, M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, et rendre hommage à notre personnel soignant qui a toujours su se procurer, de par son professionnalisme et son engagement, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, meilleure santé et plus de sérénité. Je m'inscris dès lors dans cette bonne perspective en posant aujourd'hui un acte de solidarité à travers un appui à notre centre de santé, appui composé d'équipements d'une moto, de médicaments et de produits d'hygiène d'une valeur de 10 millions de francs CFA. J'espère bien que cette contribution, à la fois modeste et symbolique, pourra constituer un apport au fonctionnement du service public et aider à soulager les familles, notamment celles en situation de vulnérabilité. Annoncé dans les titres de cette édition, des assouplissements plutôt qui ont été apportés sur le nouvel arrêté signé par le ministre des Transports terrestres. Désormais, les taxis et les véhicules particuliers de 5 places pourront transporter 4, y compris le chauffeur. Dans les autres types de transports, seules les places assises sont autorisées. Les précisions de Cheikh Oumar Gaye, directeur des transports terrestres, au micro d'Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Je pense que l'arrêté est très clair. C'est les places assises qui sont admises donc, au niveau de cet arrêté-là. Quand on dit 19 places, c'est 19 places assises. On ne permet pas effectivement de places debout, donc au regard de l'arrêté. Maintenant, il faudra effectivement donc, dire aussi pour les taxis urbains
et pour les véhicules particuliers privés de 5 places. Il est toléré dans l'arrêté. Donc il est décidé que le nombre de passagers à bord de ces véhicules-là est de 4 personnes, y compris le chauffeur. C'est 4 personnes, y compris le chauffeur. C'était 2 personnes, plus le chauffeur, ça fait 3 avec le taxi. Maintenant, c'est 3 personnes, plus le chauffeur, ça fait 4. Donc 4 personnes, y compris le chauffeur. Ça concerne les véhicules particuliers comme les véhicules taxi urbains. Voilà la quintessence de l'arrêté que monsieur le ministre des Transports vient de signer. Les syndicalistes du secteur des transports apprécient positivement l'assouplissement des mesures de restriction dans leur secteur, mais ils demandent à l'État d'aller plus loin dans ces mesures. Là-dessus, je vous propose de suivre cet élément signé Habib Faye et Maudou Diop. L'assouplissement des mesures de restriction ne concerne pas encore tous les secteurs. Les acteurs du transport poussent un ouf de soulagement, mais les syndicalistes attendent un élargissement des mesures. C'est un soulagement puisque nous travaillons à perte. Maintenant, il reste le transport interurbain qui a droit de circuler tout en restant dans la région habituelle. Avec l'immobilité des usagers coincés depuis 2 mois dans les régions, les acteurs de ce secteur vivent toujours le calvaire. Ils nous font attendre et nous ne pouvons pas le faire. Ce véhicule ne m'appartient pas. Je dois verser aux propriétaires son dû à la fin de la journée. C'est une mesure qui vient à son heure depuis 2 mois. Le secteur est aux arrêts. En plus, ils nous ont promis de nous subventionner. Mais imaginez, ce montant ne peut pas couvrir nos besoins. Le transport vers toutes les directions, leur souhait. Ce que nous souhaitons, c'est un transport de toutes directions. Mais comme on a constaté qu'il y a 2 solutions, puisque le transport interurbain était immobilisé, mais comme ils ont la chance de se déplacer tout en restant dans leur région, c'est un début de solution. La pandémie risque de perdurer jusqu'au mois de septembre. Les acteurs promettent cependant que toutes les mesures sanitaires vont être prises pour éviter la propagation de la maladie. Par ailleurs, Gorohuma indique que la subvention allouée à leur secteur ne peut pas régler leurs problèmes. À l'en croire, si le partage se fait normalement, aucun bénéficiaire ne percevra plus de 50 000 francs. Les producteurs de choux dans la zone des Niayes sont dans la tourmente et pour cause des tonnes de choux pourrissent dans les champs à Mbidjem, c'est dans la commune de Diender. Et puis retenez que la mévente de ces produits agricoles de l'horticulture dans cette zone est estimée à plus de 30 milliards de francs CFA. Les précisions de nos correspondants sur place, Cheranta Diop et Seylatir. De la zone des Niayes jusqu'à Lompoul, en passant par Mboro, Diogo et Mbidjem, les producteurs de choux sont durement affectés par la pandémie du Covid-19. La filière choux rencontre beaucoup de difficultés. Les gens cultivent en même temps les choux et quand ça vient, il y a cette surproduction et ça pourrit dans les champs parce qu'il n'y a pas de système de conservation. Nos braves femmes qui commercialisent en général la production rencontrent beaucoup de problèmes pour évacuer les choux avec l'interdiction de déplacement entre les régions. Ici à Mbidjem, dans la commune de Diender, des centaines de tonnes de choux pourrissent dans les champs. Un plant de choux est bradé à 2000 francs. Selon Alun Ndiaye, agriculteur à Mbidjem, la mévente des produits horticoles est estimée à plus de 30 milliards de francs CFA. Quand tout le monde produit des choux, le prix baisse et ça ne se vend plus et on ne sait pas quoi faire avec. Il y a une mévente à 1000 francs ou 1500 francs de l'État. Et bien sûr, l'État qui perd parce que les choux qui restent ici ne sont pas vendus. Ça ne va pas au marché et il n'y a pas de recette d'impôts, de taxes pour les mairies et pour l'État. Les maraîchers de la zone des Niayes traversent des moments difficiles. Sur des centaines d'hectares, tous les champs de légumes ont mûri. Mais les mesures sanitaires ont plombé la commercialisation. Les paysans confrontés à d'énormes difficultés pour acheter des semences à cause de la pandémie du coronavirus. Du coup, le président du bassin arachidier demande au chef de l'État de rendre gratuit l'acquisition de ces semences. Ibrahim Badian en parle au micro d'Ibrahim Diamé et Faligay. Parce que vu la situation qui se pose actuellement, quand on est les commerçants, les transporteurs et autres, celui qui est mieux placé pour être aidé, c'est le producteur.
Parce que dès le mois de janvier, on a déjà écoulé nos graines. Et actuellement, on ne détient plus de sous. Donc, on est confronté à des problèmes et on ne peut pas vraiment acheter les graines. Parce que c'est excessivement cher et que les producteurs ne détiennent plus de l'argent et ils ont un problème de nourriture. Donc nous demandons au chef de l'État de payer la subvention que le producteur devait payer pour que le producteur puisse vraiment faire face avec l'hivernage. Après l'hivernage, ce producteur ira directement vers la commune rurale pour essayer de rendre le poids dont on l'a octroyé. De ce fait, l'année prochaine, le gouvernement ne sera plus dans ses procédures à acheter des semences et à développer des enveloppes pour les semences. Et puis le ministre du Développement communautaire rassure les ménages des villages de reclassement social, ceux des transporteurs ayant exprimé le besoin d'assistance seront pris en charge à travers la distribution de l'aide alimentaire Force Covid-19. Je propose de l'écouter au micro de Moussa Oumargueye. Les populations bénéficiaires de la région de Tambacounda, 53 887 ménages environ recevront ces kits. Mais je rassure les ménages, surtout qui sont au niveau, qui ont les cartes d'égalité de chance. Les 75 000 personnes titulaires des cartes d'égalité de chance, qu'en tout cas des solutions seront apportées par rapport à leurs préoccupations. Je rappelle aussi que les ménages qui sont au niveau des villages de reclassement social, que ces ménages-là aussi, des solutions seront apportées par rapport à leurs préoccupations. Je rassure aussi les ménages titulaires ou bénéficiaires des bourses de sécurité familiale ne figurant pas dans le RNU, que leurs préoccupations aussi donc seront prises en compte en réalité. Et aussi des ménages qui sont au niveau des transporteurs qui réclament un petit peu, en tout cas une assistance, ces ménages-là aussi auront leurs préoccupations en tout cas solutionnées. Et avec en tout cas la volonté de M. le Président de la République, avec l'autorisation de M. le Président de la République, les solutions seront trouvées. Tout faire pour que dans la semaine, que l'ensemble des expéditions puissent être réalisées pour que les éclatements et maintenant, la distribution au niveau des ménages puisse être réalisée au niveau effectivement de l'autorité territoriale accompagnée par l'ensemble des acteurs. Et puis la reprise des cours dans cette période de pandémie fait graisser des dents. L'IEF, de son côté, donne des assurances aux élèves qui refusent de regagner les salles de classe à cause du Covid-19. Je vous propose de suivre les explications de Yaya Koli, interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Nous avons juste remarqué que c'est un problème de communication. Parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Ils ne disent pas qu'ils ne veulent pas aller à l'école parce que nous les avons écoutés. Nous avons tiré comme conclusion qu'en réalité, comme tout le monde, ils veulent juste qu'on puisse leur dire quelles sont les mesures de prévention qui ont été prises. Et là, je pense que notre rôle, c'est de rassurer. Rassurer, c'est leur donner toutes les informations relatives aux mesures qui ont été prises. Qu'est-ce que c'est fait? Nous y sommes parce qu'au niveau du département, le travail est arrivé à un niveau très avancé. Nous avons déjà, pour l'élémentaire, l'emploi du temps des classes de CM2. Les principaux, nous avons échangé sur le dispositif, comment chaque classe va être organisée, comment les emplois du temps doivent être organisés, quel est le dispositif qu'on doit mettre en place en termes de masques, en termes de lave-mains, en termes de gel hydroalcoolique et en termes d'organisation, de réorganisation. Parlons de tout à fait autre chose à présent. 2 ans après la mort de Fallou-Sène suite aux affrontements entre forces de l'ordre et étudiants à l'UGB, les étudiants réclament toujours justice. Nos reporters à Saint-Louis étaient à l'UGB pour rencontrer l'une de ses connaissances. Dans ce reportage, vous aurez également en exclusivité une des vidéos du feu Fallou-Sène tournée 24 heures après son décès. Ousseynou Thiam et Habib Sek. Le 15 mai 2018, l'étudiant Fallou-Sène, originaire de Patar, dans la région de Diourbel, a été tué ici à l'UGB.
Sa mort avait plongé toute l'université dans le chaos total. 2 ans après les faits, nous avons rencontré l'une de ses camarades de classe. Elle revient ici sur le jeune étudiant. Partager la même classe, on était en licence de français. Fallou Sène, ce que je peux dire sur lui, franchement, il était un gars cool, un gars jovial, un gars trop discret, mais même les professeurs ne le connaissaient pas trop. Mariam Ly est également revenue sur les qualités humaines de Fallou Sène, un jeune étudiant discret et généreux. Tellement formidable, en quelque sorte. Il était discret, il était souriant, il était serviable. En fait, je n'ai même pas les mots pour exprimer sa gentillesse et son comportement dans notre classe, franchement. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, la lumière sur la mort de Fallou Sène est un combat de tous les étudiants. Les pensionnaires de Sanar continuent de réclamer justice. Que justice soit faite, parce qu'on lui a assassiné dans des circonstances vraiment déplorables. On lui a assassiné dans les circonstances vraiment déplorables. Donc, on demande la justice, on le réclame. Comme la CES l'a si bien dit, la justice nous réclamons, la justice nous demandons, la justice nous exigeons. Et on sera éternellement Fallou Sène. Aujourd'hui, la mémoire de Fallou Sène est symbolisée par cette stèle érigée à son nom pour se rappeler toujours du jeune étudiant. C'est plutôt Ousseynou Diop et non Ousseynou Thiam. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera demain à 13h, mais n'oubliez pas votre rendez-vous du vendredi Giancarlo, ce sera aux environs de 22h. Au revoir.